C'est l'heure du face-à-face, vous voulez peut-être y participer. Avion, viande, les Français doivent-ils vraiment changer leurs habitudes pour réduire leur impact sur l'environnement? Concernant l'avion, selon une étude qui vient de paraître CSA, 4 Français sur 10 sont favorables à la proposition d'un quota de 4 vols par personne dans une vie, imaginé par l'ingénieur Jean-Marc Jancovici. Sur la viande, en revanche, les chiffres viennent de tomber. Sa consommation totale par habitant a légèrement augmenté en France en 2022. On en parle avec Lucille Schmitt, vice-présidente de la Fabrique écologique. Bonjour. Lucille Schmitt, merci d'être avec nous. En face de vous, Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM. Bonjour. Flavien Neuvy, merci d'être avec nous. Donc on le disait, consommation de viande en légère hausse pour la deuxième année consécutive, plus 0,8% sur un an du volume consommé. Ça fait à peu près 0,5% en moyenne d'habitants. Ça vous évoque quoi, Lucille Schmitt? Ça m'évoque évidemment un attachement en termes d'alimentation et peut-être de savoir-faire français à la viande. Ça m'évoque aussi le fait que le sujet, c'est la viande de qualité. C'est-à-dire qu'on sait qu'on importe par exemple 50% du poulet qu'on consomme, et on sait que le sujet de la viande de qualité, elle est vraiment associée au modèle écologique. C'est-à-dire qu'il faut différencier entre les manières d'élever les animaux et que ce qu'on appelle l'élevage intensif ou productiviste plutôt, par rapport à l'élevage, un élevage de qualité qui, par rapport à la souffrance animale, par rapport à la qualité de la viande, par rapport à nos paysages aussi, est quelque chose auquel nous sommes attachés. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait autour du consommé de la viande, autour de l'alimentation, qui sont à la fois l'organisation d'un marché mondial. La France est une grande puissance d'exportation mondiale. Il y a de l'agroalimentaire, donc renoncer à ces positions, c'est compliqué. Mais l'agroalimentaire, c'est pas toujours, et c'est même, je ne sais pas si je vais dire jamais, non, sûrement pas jamais, mais en tout cas, c'est pas toujours synonyme de qualité. Et donc, le sujet, c'est comment est-ce qu'aussi les milieux populaires peuvent accéder à cette alimentation de qualité. On va pas rendre tout le monde végane, mais si on peut s'arranger pour que la viande qu'on consomme soit une viande de qualité et qu'on en consomme moins, je pense que ça, c'est bon pour la planète et c'est bon aussi pour notre santé. Je voudrais rappeler que le plan d'alimentation nationale, il dit qu'il faut consommer 500 grammes de viande par semaine, qu'aujourd'hui, on est au-delà de ça pour beaucoup de Français, mais que c'est une viande de qualité et que ça, aujourd'hui, on s'éloigne peut-être de ce genre de choses parce qu'il y a un sujet de croissance des inégalités sociales. Vous avez un discours plutôt nuancé. En tant qu'écologiste, vous ne souhaiteriez pas, dans un monde idéal, que les gens s'arrêtent forcément de manger de la viande? Je souhaite... écoutez, je pense que j'ai un discours nuancé parce que je souhaite être réaliste. Je pense que ce qui est important, c'est évidemment que chacun se dise qu'il doit manger moins de viande, que chacun se dise qu'il doit, s'il le souhaite, arrêter de manger de la viande, et que là-dessus, le sujet, c'est comment est-ce qu'on adosse des contraintes de comportement et individuel à des politiques publiques. On voit bien que lorsque la Cour des comptes en mai 2023 a dit qu'on subventionnait trop l'élevage, il y a eu une espèce de levée de bouclier, une sorte de guerre qui a commencé, qui était une sorte de guerre culturelle. Je pense que le sujet est de sortir de la guerre culturelle, mais avec des positions volontaristes du gouvernement, de ceux qui sont dans la politique et qui, au fond, aident les agriculteurs, par exemple, qui sont éleveurs, à progressivement avoir la capacité à faire de l'élevage de qualité. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on élève, il y a des espèces de répartition des tâches entre ceux, par exemple, qui, dans le Charolais, ont des jeunes veaux, qui ensuite vont être transportés en Italie pour être engraissés dans des feedlots avec de l'agriculture intensive. Comment est-ce qu'on fait pour remettre en cause cette espèce d'organisation des tâches qui aboutit au fait que la viande n'est pas de qualité, que d'une certaine manière, on va contre le bien-être de la planète, parce que on le sait, en fait, beaucoup de surfaces sont déforestées, par exemple avec les tourteaux de soja au Brésil, on déforeste l'Amazonie pour nourrir le bétail. Donc tout ça, ça implique à la fois des raisonnements locaux, des raisonnements de politique publique, et puis des raisonnements à l'échelle internationale. Il faudrait aussi mener des négociations internationales de façon à remettre en cause ce modèle productiviste à l'échelle mondiale. Alors Sandrine Rousseau, elle est, comme souvent d'ailleurs, on ne fait pas injure en disant ça, est beaucoup moins modérée que vous, Lucille Schmitt, puisqu'elle dit, en substance, la consommation de viande est une des causes de ce qui se passe en Algérie, en Grèce, en Arizona. Bref, se prendre en photo tout sourire avec un morceau de viande aujourd'hui, c'est cracher, dit-elle, à la figure de celles et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur. Flavien Neuvy, ça vous inspire quoi, ce discours de Sandrine Rousseau, mis en perspective par justement Lucille Schmitt?
Je préfère largement les propos que je viens d'entendre parce que effectivement, en fait, il y a plusieurs dimensions derrière cette alimentation, en fait, parce que c'est même pas que la viande, c'est l'alimentation au sens général. D'abord, effectivement, il faut rappeler qu'en France, on a la chance d'avoir des filières d'excellence avec des agriculteurs, des éleveurs qui font très bien leur métier. On importe beaucoup de viande et en particulier de la volaille, comme vous venez de le dire. Et quand on regarde les chiffres, c'est plutôt la consommation de volaille qui augmente sur ces dernières années. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les dépenses alimentaires dans le budget des ménages, c'est le deuxième poste de dépense après le logement, au coude à coude avec la mobilité. C'est-à-dire que les ménages français, en moyenne, attention, c'est important, en moyenne dépensent autant pour se nourrir que pour se déplacer. Sauf que derrière cette moyenne, il y a de fortes disparités. Les ménages modestes, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont du mal à boucler leur fin de mois, dépensent beaucoup plus en pourcentage d'argent pour se nourrir. En moyenne, c'est 15% des dépenses, mais sur les ménages modestes, ça peut monter à 20, 22, 23% des dépenses. Et donc évidemment, pour ces ménages-là, on rejoint la question de la qualité, c'est très difficile, parce que boucler les fins de mois c'est difficile, c'est très difficile d'aller vers des produits de qualité qui sont par définition plus cher. Donc toute la question, effectivement, mais une fois qu'on a posé la question, encore une fois, on n'a pas la réponse. Toute la question, c'est de savoir comment on peut permettre aux ménages, au plus grand nombre, de pouvoir consommer des produits de qualité plutôt produits en France, sachant que ça coûte plus cher. Mais au final, c'est vrai que globalement, on voit que notamment chez les jeunes, il y a quand même une prise de conscience qui se fait sur une volonté de mieux consommer, de consommer plus responsable. Et derrière cette meilleure consommation, il y a l'idée de consommer un petit peu moins de viande chaque année. Alors ce qui frappe aussi dans cette étude, c'est que finalement la viande consommée, elle l'est davantage dans les cantines, au restaurant et moins dans les domiciles, chez soi, parce que justement, vous venez de le dire, ça a augmenté l'inflation, donc on consomme beaucoup moins. Donc ça veut dire qu'on se rattrape un petit peu à l'extérieur, Lucille Schmitt. Oui, je pense qu'il y a aussi un élément culturel, c'est-à-dire que on sait très bien que la consommation de viande, elle a été boostée après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on assimile la viande à l'idée d'avoir un mode de vie à la croissance. Par exemple, on a envie que ses enfants mangent de la viande. Moi, j'avais été frappée de ce père de famille qui justement était dans la précarité et qui volait de la viande pour son fils au supermarché. Donc il y a aussi quelque chose à changer sur qu'est-ce qu'apporte la protéine végétale par rapport à la protéine animale. On sait qu'aujourd'hui, il y a des menus végétariens qui ont été imposés dans les cantines. On sait que lorsqu'on est dans un restaurant d'entreprise ou des services publics, il y a des menus végétariens. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer en termes culturels. Après, quelquefois, les formules choc comme celle de Sandrine Rousseau, elles ont le bienfait de créer du débat, de provoquer du débat, ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis je pense qu'elle, de son côté, elle poursuit aussi quelque chose contre le virilisme, parce que il y a évidemment l'idée qu'au fond, peut-être les mecs sont plus viandards. Alors, je crois d'ailleurs que c'est plus ou moins avéré, même statistiquement. Mais je crois que le sujet maintenant, c'est d'engager quelque chose qui fasse qu'il n'y ait pas une guerre entre les uns et les autres, mais qu'on prenne conscience que décréter lorsqu'on on appartient à une CSP+, la possibilité de manger de la viande de qualité et une fois par semaine, c'est pas à la portée de tout le monde, comme vous venez de le dire. Et moi, je suis très attachée à ce lien entre la question sociale et la question écologique. Je pense que l'alimentation, c'est typiquement le sujet sur lequel ça se joue, et aussi sur l'agriculture. C'est-à-dire que si les agriculteurs réagissent aussi fortement, ou en tout cas leurs instances représentatives, c'est aussi parce qu'ils ont le sentiment d'être parfois des boucs émissaires. Après, j'aimerais qu'on différencie entre les agriculteurs, les éleveurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'éleveurs de vaches laitières qui mettent la clé sous la porte, et il y a de moins en moins de vaches laitières. On est attaché aussi au fait de conserver des vaches dans nos prés. Les prairies sont des puits de carbone. On a fait une étude à la Fabrique écologique sur ce sujet-là. Mais il faut pas imaginer qu'aujourd'hui toute la viande qu'on consomme, c'est des belles vaches de l'Aubrac dans leurs prairies. Donc le sujet, c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour réconcilier les belles images qu'on a et l'agriculture telle qu'elle fonctionne. Justement, on va aller en écouter dans quelques instants un paysan, comme il se définit lui-même, Benoît Biteau, député européen aussi, Europe Écologie Les Verts. Mais un petit chiffre tout d'abord, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, c'est un rapport qui date un petit peu, mais le secteur de l'élevage serait à l'origine de 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Un monde sans viande n'est pas demandé par les organismes internationaux, mais justement d'adopter des régimes alimentaires équilibrés, sains et durables. Selon vous, Flavien Neuville, devrait aller plus loin, devrait aller finalement plus loin dans les contraintes, ou finalement il faut simplement responsabiliser la population, comme vous êtes en train d'essayer peut-être certainement de le faire? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le secteur est émetteur de gaz à effet de serre, notamment de méthane.
Moi, je crois beaucoup à la sensibilisation à l'information, notamment des plus jeunes, en fait. Et on voit bien que les lignes sont quand même en train de bouger. C'est-à-dire que, d'une façon générale, au-delà de l'alimentation, les comportements plus responsables montent en puissance. On voit, par exemple, je donne un exemple qui sort du débat qu'on a aujourd'hui sur l'alimentation, mais qui illustre parfaitement ce point. Quand on regarde le marché de la seconde main, il y a des secteurs sur lesquels le marché de l'occasion s'est beaucoup développé, comme le textile, par exemple, les vêtements d'occasion, mais personne n'aurait dit, il y a 10 ans, qu'on allait pouvoir un jour acheter et vendre des vêtements d'occasion. Ça paraissait complètement fou. Et pourquoi on le fait? Pourquoi les jeunes le font? Pour des raisons économiques, bien sûr, parce que ça coûte moins cher, mais aussi parce que ils se disent que l'industrie textile est polluante, etc., et que donc les lignes sont en train de bouger. Donc moi, je crois beaucoup, effectivement, à l'information, à la sensibilisation. Plus qu'à l'interdiction. Après la difficulté qu'on a, si vous voulez, c'est qu'on peut en parler pendant des heures et des heures de façon très sympathique à Paris, en France. Je suis pas sûr qu'on arrivera à convaincre tous les pays du monde, si vous voulez. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que discuter avec les autres pays qui ont des modes de production ultra intensifs, ça paraît nécessaire, mais je suis pas sûr qu'on arrive à les convaincre, notamment en Amérique du Sud. Rapidement, oui, Lucille Schmitt, parce que je voudrais donner la parole, mais je vous voyais rebondir, enfin, en tout cas, hocher la tête. La citation, moi j'en parlais, c'est pour les comportements. Après, il faut des politiques publiques, il faut les structurer. Et la France, en matière de politique agricole commune, par exemple, s'est mise en travers du verdissement de la PAC. Donc il y a un vrai sujet sur le fait qu'il relève d'une responsabilité politique de transformer le modèle agricole en aidant les agriculteurs à se transformer, mais ça fait partie d'une responsabilité politique. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que dans les COP, à l'échelle internationale, aujourd'hui, la question agricole puisse devenir une question climatique. On va aller donc poser la question, comme promis, à Benoît Biteau, député Europe Écologie Les Verts, qui est également auteur de Paysans résistants. Bonjour Benoît Biteau. Merci de votre invitation. Merci à vous surtout. Que vous inspirent les débats que vous entendez dans ce studio ? Schmitt a dit beaucoup de choses déjà, mais effectivement, moi, le mot qu'il faut peut-être retenir, c'est le discernement. C'est-à-dire que quand on parle d'élevage, il y a plusieurs formes d'élevage. Et il y a de l'élevage qui, effectivement, incontestablement participe à l'accélération du changement climatique, participe aussi à l'effondrement de la biodiversité, de notre santé. C'est l'élevage qui s'appuie sur un régime alimentaire basé sur le maïs, dont on connaît les désastres sur nos territoires, et notamment avec le sujet des mégabassines, la problématique de l'eau. 60% de l'eau qu'utilise l'agriculture aujourd'hui est dédiée à l'irrigation d'un maïs qui va nourrir des herbivores qui ne mangent plus d'herbe. Et comme le maïs est pauvre en protéines, il faut aussi déforester de l'autre côté de la frontière, pouvoir importer du soja et compléter la ration. Donc cet élevage-là, effectivement, c'est un véritable désastre. Et puis à l'opposé, on a l'élevage, celui qui s'appuie sur des systèmes herbagés, où là, et Lucille l'a dit, on a qui montre très clairement que ces élevages-là, non seulement ne participent pas à l'accélération du changement climatique, mais participent à l'atténuation. Et sur ma ferme, j'ai fait faire une évaluation très sérieuse de mon impact climatique. Et même si je suis éleveur, même si j'ai des animaux qui rotent et qui pètent dans les prairies, parce que les espaces sur lesquels évoluent mes herbivores, qui ne mangent pas de régime alimentaire, c'est exclusivement de l'herbe, 365 jours par an, ce type d'élevage-là participe à l'atténuation de l'effondrement de la biodiversité, voire même la favorise, parce qu'on entretient des espaces. Benoît Biteau, malheureusement, de grande qualité. On vous entend très mal. On espère vous récupérer dans quelques instants. Pour notre deuxième débat, qui est finalement sur la même chose, comment réduire l'impact climatique. Mais cette fois, on parlera de l'avion, et on espère vous retrouver dans quelques instants, puisque on s'accroche donc sur ce sondage CSA. 4 Français sur 10 sont favorables à la proposition d'un quota de 4 vols en avion par personne dans une vie. On en débat dans quelques instants. 12h47, merci de nous rejoindre sur Sud Radio. On poursuit notre débat. Avion, viande, les Français doivent-ils changer leurs habitudes pour réduire leur impact sur l'environnement ? On écoutait à l'instant, la liaison était un petit peu moyenne, mais on entendait un petit peu son propos quand même. Benoît Biteau, député européen Écologie Les Verts, qui est aussi auteur de Paysans résistants. Il est éleveur lui-même, et il nous expliquait un petit peu sa manière vertueuse de faire de l'agriculture, de l'élevage. Lucille Schmitt, c'est une des solutions,
tout cas, selon vous. Oui, ce que je trouve intéressant dans ce que disait Benoît Biteau, c'était le fait qu'au fond, l'élevage est aussi partie prenante de la transformation de notre modèle agricole au sens large, ce qu'on appelle l'agroécologie, parce que, il y a la question des animaux eux-mêmes, mais il y a la façon dont on respecte le sol autour de ce modèle agroécologique. Vous savez, il faudra utiliser beaucoup moins d'engrais, il faudra utiliser beaucoup moins de pesticides, d'herbicides, etc. Et au fond, la présence de ces animaux, l'élevage extensif, c'est une manière de respecter le sol, c'est une manière de produire des engrais naturels, et puis d'une certaine façon, c'est une manière de réinstaller l'idée qu'il faudra davantage de force de travail à la campagne. C'est-à-dire qu'on ne le dit pas assez parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, mais si on veut faire l'agroécologie, il faudra beaucoup plus de monde dans la ruralité, dans la campagne. Il faudra que ceux qui écrivent « moi paysan » ne soient plus perçus comme des personnes minoritaires. Donc il faut qu'on transforme aussi notre vision à la fois alimentaire et de l'agriculture. Benoît Biteau, député européen Europe Écologie Les Verts, on vous a récupéré, voilà, la qualité est meilleure, on vous écoute. Je suis désolé pour le souci technique. Non, mais c'est pas grave, on vous entend mieux. C'est vrai que j'étais en train d'expliquer je parlais de discernement, que finalement l'élevage qu'on qualifie d'industriel, et malheureusement il existe, même si certains revendiquent qu'il n'existe pas, il existe même en France. C'est un élevage qui coche absolument toutes les cases de ce qu'il faudrait plus cocher, c'est-à-dire la destruction du climat, la destruction de la biodiversité, la destruction de notre santé, parce qu'en plus, effectivement, quand on nourrit des herbivores avec autre chose que de l'herbe et qu'on les nourrit avec du maïs et du soja, c'est pas bon pour notre santé. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et si on veut conduire des projets écologiques, il faudra maintenir des activités d'élevage, mais des activités d'élevage qui sont basées sur des espaces remarquables, qui en plus séquestrent les gaz à effet de serre, protègent la biodiversité, protègent notre santé. C'est pour ça que quand je suis devenu moi-même agriculteur, sur une ferme qui était exclusivement céréalière, j'ai eu besoin de ces activités d'élevage pour conduire un projet écologique. Et puis, je voulais également revenir sur le rôle des politiques publiques. Lucille Smith a complètement raison de dire que les politiques publiques vont être déterminantes, et je suis député européen, et quand je vois les orientations prises par la PAC, qu'on appelle nouvelle et qui n'a rien de nouveau, puisqu'en vérité cette PAC depuis 30 ans ne change rien fondamentalement, eh bien on continue, c'est ce que j'appelle la triple peine, c'est-à-dire qu'on continue de perfuser économiquement avec la plus grosse enveloppe de l'Union européenne, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne, une agriculture qui utilise massivement des pesticides, massivement des engrais de synthèse, qui utilise, qui a des pratiques d'élevage absolument désastreuses pour le climat et la biodiversité. On continue de devoir porter des politiques publiques curatives extrêmement coûteuses pour réparer les dégâts de cette agriculture qui est perfusée par cette enveloppe importante, cette enveloppe publique importante de l'Union européenne. Et le troisième volet de ma triple peine, c'est que quand on a dépensé tout cet argent public pour perfuser une agriculture qu'il faudrait faire disparaître si on veut être au rendez-vous de l'histoire sur le climat, la biodiversité et la santé, qu'on a utilisé autant d'argent public pour porter des solutions curatives qui ne règlent rien. On aura toujours besoin de ces solutions curatives pour réparer les dégâts de cette agriculture-là si on s'attaque pas aux causes. Eh bien, on n'a plus d'argent public pour soutenir la transition. Et vous évoquiez... je finis là-dessus, vous évoquiez la difficulté qu'ont les ménages les plus modestes pour accéder à des produits de qualité. Eh bien, je vous assure que si demain, on conduit des politiques publiques qui rémunèrent, et le mot est important, qui rémunèrent les agriculteurs qui font bien, qui prennent soin du climat, de la biodiversité et de notre santé, ils pourront mettre en marché des produits de qualité accessibles à tous les porte-monnaies. Enfin, franchement, dans quel monde vivons-nous à imaginer que seuls ceux qui ont des revenus confortables peuvent se nourrir décemment, dignement, et œuvrer en direction de l'atténuation du changement climatique et de la préservation de la biodiversité, et ceux qui ont des revenus plus modestes doivent manger de la viande qui contient des pesticides, manger des végétaux qui contiennent des pesticides ou des engrais de synthèse, boire de l'eau souillée, et de la nourriture qui est pas bonne pour leur santé. Enfin, ce monde-là, il faut qu'on arrête, et en vérité, on peut allumer un cercle vertueux si on change radicalement ces politiques publiques. Donc, en vérité, le chemin, il est assez simple à suivre. Il faut juste un peu de volonté et d'audace politique pour le modifier. Merci en tout cas Benoît Biteau, député Europe Écologie Les Verts, auteur de Paysans résistants. Flavien Neuvy, quand vous vous écoutez, c'est vrai que c'était très intéressant ce que nous disait Benoît Biteau. Déjà, on nage en pleine absurdie manifestement du côté de la PAC, mais enfin vous y croyez à son optimisme, ce cercle vertueux, il est si facile à mettre en place ?
Non, là, j'irai sur un terrain politique. Je ne veux pas aller sur un terrain politique sur cette discussion-là. Ce que je sais simplement, c'est que quand on regarde les chiffres, et ça a été dit tout à l'heure, on importe beaucoup de produits alimentaires de l'étranger. Et que donc, tout ce qui viendra réduire notre production au nom, effectivement, des arguments que je viens d'entendre et qui sont tout à fait recevables d'un point de vue intellectuel, ça veut dire que ce sera compensé par des importations supplémentaires avec des produits qui viennent à l'autre bout du monde et qui ne sont pas toujours produits de la même façon qu'en France. Et on a quand même une alimentation de qualité et saine. Allez-y, Lucille, avant qu'on consacre les quelques dernières minutes à l'avion aussi, parce qu'il y a eu quelques... Moi, j'aime beaucoup les questions de commerce extérieur, mais je pense que c'est pas mécanique. C'est-à-dire que le sujet, c'est que on va pas forcément importer ce qu'on consommera en moins. Le sujet, c'est de restructurer la demande et l'offre. C'est-à-dire que voilà, il faut produire davantage de viande de qualité. Et puis, effectivement, il y a un truc sur le calendrier. Et c'est pour ça que les politiques publiques sont si importantes. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles accélèrent, au fond, le changement des comportements qu'on constate aujourd'hui, mais qui ne correspondent pas à la temporalité de l'urgence écologique. Merci en tout cas à tous les deux sur ce thème. On va passer, c'est un petit peu le pendant, les transports, le bâtiment, la viande, l'avion. En tout cas, selon une étude de l'Institut CSA, 4 Français sur 10 sont favorables donc à la proposition d'un quota de 4 vols en avion par personne dans une vie. C'est un concept imaginé par l'ingénieur Jean-Marc Jancovici. Ne plus prendre l'avion, Fabien Nevis. Vous êtes étonné déjà par ce sondage, 4 Français sur 10, le flight shaming a porté ses fruits selon vous ? Écoutez, non, pas tellement surpris parce qu'il y a une autre étude qui a été publiée par la Fondation Jean Jaurès qui montre qu'il y a un Français sur 3 qui ne prend jamais l'avion. Et il y en a un autre sur 3 qui le prend très très exceptionnellement. Donc on peut imaginer que celui qui ne prend jamais l'avion, il est très favorable à cette idée de cas de voyage dans une vie, puisqu'il n'est pas concerné directement, et que ceux qui le prennent très exceptionnellement, ils sont dans les cas de voyage dans une vie, donc eux aussi ils y sont favorables. Donc non, c'est pas très surprenant. Après, honnêtement, c'est pas l'enjeu pour l'impact climatique. Si on met ça en place en France, c'est tout à fait anecdotique. Je rappelle juste que le trafic aérien mondial, c'est plus de 4 milliards de passagers dans le monde, qu'en France, c'est un peu moins de 200 millions, et que quand on regarde les perspectives à horizon 20 ans, la Chine va avoir besoin de 8000 avions supplémentaires pour répondre à son trafic intérieur. Et quand on regarde le salon du Bourget qui a eu lieu le mois dernier, les compagnies aériennes indiennes, Indigo et Air India, ont commandé 1000 appareils. Donc si vous voulez, on pourra dire 4 en France, on pourrait même interdire le trafic aérien en France. Objectivement, l'impact sur les émissions de CO2 du trafic aérien resteront tout à fait marginales. Et c'est vrai que les bénéfices augmentent, même Air France fait des bénéfices. Maintenant, les avions sont en permanence pleins, il faut bien le dire. Lucille Schmitt, une réflexion, je vous voyais sourire. Oui, moi je pense qu'effectivement ce genre d'études montre quand même une évolution de l'opinion publique. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que si on veut entrer dans le concret, le sujet c'est de rééquilibrer le prix des billets d'avion par rapport aux billets de train. Parce que aujourd'hui le train reste beaucoup trop cher par rapport à l'avion. Par exemple, lorsque vous êtes étudiant, vous voulez prendre, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous êtes obligé, par exemple vous êtes en Belgique, vous voulez aller dans le sud de la France, vous prenez l'avion, vous prenez pas le train. Donc il y a un vrai sujet sur cette question. Et donc la question, oui, mais la question sociale et la question écologique, il faut encore une fois les lier. Et ça implique évidemment, encore une fois, moi j'insiste toujours là-dessus, un rôle de la puissance publique, un rôle des politiques publiques et une question de choix. En 10 secondes, c'est très intéressant parce que ça reboucle avec un peu le début de notre discussion tout à l'heure. Rappelons que le développement des compagnies aériennes low cost à bas coût a permis de démocratiser l'accès au voyage aérien. Et ça a permis à qui de voyager ? Aux personnes qui justement n'avaient pas la possibilité de voyager. Et donc si demain effectivement on rééquilibre, comme vous le dites, les prix du billet d'avion, pourquoi pas à la limite ? Qui on va pénaliser ? En fait, les classes moyennes qui utilisent l'avion pour voyager, ceux qui ont beaucoup d'argent, croyez-moi que le prix du billet d'avion, quel qu'il soit, continueront à prendre l'avion. Donc la question, c'est toujours la même, c'est qui on impacte en priorité ? Non, moi je ne crois pas que ce soit aussi simple que ça. Je pense que le sujet, c'est aussi que si le train coûte moins cher, dans ce cas-là, on aura une vision du voyage différente. Vous savez, le truc, c'est encore une fois l'imaginaire. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait changer ce qui est désirable, en fait ? Est-ce que c'est de faire un grand voyage en train ou d'aller faire une exploration à pied ? Voilà, il y a un sujet sur, au fond, ce qui est désirable. Si 4 Français sur 10 sont prêts à considérer qu'ils prendront pas l'avion, qu'ils le prendront très peu dans leur vie, ça montre aussi qu'il y a quelque chose qui se transforme en ce qui concerne l'imaginaire. Après, on sait très bien que le sujet du voyage, le sujet de connaître au fond ce qui ne fait pas partie de son petit univers, c'est important aussi lorsqu'on est écologiste. Parce que, au fond, intellectuellement. Oui, mais moi j'avais envie de parler comme écologiste et j'adore la stimulation intellectuelle. Sachant que 80% des émissions du secteur proviennent des vols de plus de 1500 km pour lesquels il n'existe pas d'alternative. Mais en fait, il y a quelque chose qui fonctionne autour de la contrainte et la liberté et comment est-ce que je choisis d'utiliser ma liberté. Est-ce que je choisirais d'utiliser ma liberté pour ne plus prendre l'avion et prendre le train ?
peut-être que c'est ça qu'il faut aussi affirmer clairement. 0826 300 300, on est en direct avec Philippe. Bonjour Philippe. Oui, vous appelez du Gers, vous vouliez réagir, bonjour, soyez le bienvenu. Oui, très rapidement sur cette histoire de 40% des personnes qui disent ne faut faire seulement 4 vols dans leur vie. Rappelez que la France, les émissions à effet de serre que produit la France, c'est 1% du monde, que nous sommes actuellement en stagnation au niveau économique, alors que la Chine, l'Inde, le Brésil sont en croissance de 6%. Et il me semble que nous sommes un peu hors sol avec cette histoire de débat, même si effectivement le sujet est important. Et je voudrais juste dire autre chose aussi, pour rajouter un petit quelque chose sur le sujet précédent, et dire que actuellement dans notre agriculture, l'Europe et la politique européenne conduit à dire que nous avons trop de vaches en France pour importer des vaches via le Mercosur d'Amérique du Sud qui seront élevées dans des conditions déplorables et qu'on veut nous faire consommer. Et je trouve que la politique européenne ne nous aide pas dans ce sens-là. Voilà, c'est les 2 choses que je voulais dire. Merci. Je sens que Lucille Schmitt me lève des gros yeux parce qu'elle voulait réagir également, vous aussi. Mais alors, désolé, nous sommes complètement en retard. Dans quelques instants, en tout cas, merci à nos invités Lucille Schmitt, Flavien Neuvy. Je vous promets qu'on vous réinvitera pour réagir. C'est promis.